Mesures à explorer effectivement, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, dispose de très peu de marge de manœuvre. En fait, la France est dans une situation qui commence à ressembler dangereusement à une crise de la dette, et on a des modèles qui ont existé auparavant, notamment la crise des dettes souveraines dans les années 2010-2011. Or, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, Antoine Armand hérite d'une situation et donc du bilan de Bruno Le Maire qui est absolument catastrophique. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais il dispose de peu de croissance économique et il doit résorber le déficit public qui est de 5,5% du PIB et qui pourrait être davantage l'année prochaine, puisque le DG Trésor, la Direction Générale du Trésor, a noté que le déficit public pourrait être de 6,2%. On a quasiment l'impression que c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard qui sont aux commandes de l'économie française. Or, aujourd'hui, ce qu'il doit faire, Antoine Armand, c'est deux choses. Soit augmenter effectivement, donc pour baisser le déficit, soit augmenter les ressources fiscales, soit baisser les dépenses. Or, donc, quand on regarde sur la hausse de la fiscalité, on voit que c'est le chemin qu'avaient entrepris la Grèce et le Portugal en 2011, et on a vu que ça fait baisser la croissance. Pareil, quand on baisse les dépenses publiques, ça avait aussi également un impact sur la baisse de la croissance économique. Donc, Antoine Armand a que des mauvaises options sur la table. Ce qu'il doit faire, c'est à court terme, effectivement, baisser les dépenses publiques dites inutiles. Vous en avez déjà cité quelques-unes. Et puis, à long terme, c'est faire des réformes structurelles. Or, se pose la question aujourd'hui de ce nouveau gouvernement qui est le capital politique dont il dispose. Est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui de faire des réformes économiques structurelles suffisamment importantes pour pouvoir justement relancer l'activité? Parce que vous pouvez augmenter l'impôt tant que vous voulez. S'il n'y a pas d'activité économique, les recettes fiscales n'augmenteront pas. Alors effectivement, nous y reviendrons tout au long de cette émission Punchline Week-end sur cette question économique, sur cette question de budget, sur cette question d'impôt. Mathieu Hoc, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une continuité entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, ou en tout cas, une homogénéité, en tout cas dans le message, qui n'est pas le cas. On peut le souligner aussi. Parce que vous faites référence probablement à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui n'est pas sur ces thèses-là. Madame Genetet, exactement. Exactement. C'est pour cela que va se poser la question pour ce gouvernement, et notamment pour les députés macronistes et MoDem, de la continuité de leur engagement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui ce qui a été fait jusqu'à présent sur l'enseignement supérieur et sur l'éducation nationale, est-ce que les macronistes, les députés macronistes vont-ils jouer les vierges effarouchées comme ils l'ont fait lorsque c'était Jean-Michel Blanquer qui était au ministère de l'Éducation nationale en disant qu'il avait des propos, quand il avait commencé à parler d'islamo-gauchisme, etc., qu'il avait des propos quasiment islamophobes? Est-ce qu'ils vont être sur cette ligne-là, ou est-ce qu'ils vont être sur une ligne plutôt de soutien comme il l'avait fait à Gabriel Attal lorsque Gabriel Attal a interdit l'abaya, les abayas et les camis dans l'éducation nationale? Donc c'est la première position. Est-ce que donc Philippe Hetzel vient... Patrick Hetzel, pardon, excusez-moi. C'est pas moi qui vais moucher la pierre. Non, mais Patrick Hetzel vient pour faire le quota, c'est-à-dire parce qu'il fallait des ministres LR, et donc on lui a mis ce poste-là, et auquel cas il n'aura pas les marges de manœuvre pour pouvoir mettre en place ses idées, sa politique et ses propositions, notamment sa proposition de loi qu'il avait fait à l'Assemblée nationale contre les dérives islamo-gauchistes à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il vient avec des moyens, ou est-ce que justement il vient pour être le quota LR et pour être la personne un peu contractrice? Bien sûr. Faire finalement une partie des Républicains. C'est tout l'enjeu. Et moi, je pense, et nous pensons qu'il a aujourd'hui 3 défis auxquels il va devoir faire face. Effectivement, lutter contre l'entrisme islamiste et l'islamo-gauchisme, quand ça avait été rappelé à Sciences Po Grenoble pour le correspondant de l'UNI, mais également à la Sorbonne et dans toutes les facultés. Il y a aussi la question de l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur, de le faire en sorte qu'il ne décline pas comme il décline systématiquement dans les classements de Shanghai, etc. Et puis il y a effectivement ce que vous avez appelé, moi ce que j'appellerais la rupture avec l'égalitarisme, c'est-à-dire qu'on envoie depuis les années 80, depuis la loi justement du socialiste, on envoie de 80 la loi Jospin, excusez-moi, on envoie 80% d'une classe d'âge qui a le bac et donc dans l'enseignement supérieur, ce qui effectivement déprécie le niveau des diplômes, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur bac plus 5 ont du mal à trouver un travail. Mais en fait c'est intéressant, oui effectivement il y a un message politique, mais derrière quelle action concrète, quelle possibilité nationale. On a une médecin, auto-entrepreneuse. Est-ce qu'effectivement ça vous choque que ce type de profil, qui a priori ne connaissent pas tellement les arcanes du ministère où ils vont aller, soit nommé? La question que vous posez, c'est effectivement, est-ce que Didier Migaud il vient plutôt en tant que personnalité politique de gauche pour
donner une coloration politique à ce gouvernement, dans une idée un petit peu d'élargissement de la majorité de la coalition gouvernementale, tout du moins, ou est-ce qu'il vient plutôt en professionnel de l'administration, en super technicien de l'administration, puisqu'il avait été aussi pressenti pour être un Premier ministre à un moment donné de ce qui pourrait être une sorte de gouvernement au parfum un peu technique. Donc c'est la question qui va se poser. Toujours est-il que dès lors qu'on pose cette question-là, on y répond de la manière suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que sur le tandem intérieur-justice, est-ce qu'il y a une réelle rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent ? C'est-à-dire que le président de la République et son nouveau Premier ministre ont mis en place un homme de droite dont on connaît la philosophie politique, M. Retailleau, et un homme qui du coup pourrait être de gauche, Didier Migaud. Est-ce que cela a été concluant avec le binôme Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ? Ça n'a pas forcément été le cas. Donc c'est pour ça, c'est la question, on va dire, politique qui va se poser pour ce prochain gouvernement sur les questions de sécurité. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut pour ce nouveau binôme, et on sait que M. Retailleau va dans ce sens-là, mais la question, il y a une point d'interrogation sur M. Migaud, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir réussir à bien caractériser la délinquance, puisque c'est le sujet que vous posez comme question, est-ce qu'ils vont bien caractériser la délinquance ? La délinquance, aujourd'hui, elle est double. Elle est davantage juvénile, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont délinquants. On le voit, par exemple, sur les émeutes. On avait travaillé sur ce sujet-là. Il y a la moitié des interpellés des émeutes de 2023 qui sont mineurs. Tous les domaines, terrorisme aussi, effectivement. Lorsque, justement, en 2005, aux émeutes de 2005, c'était entre 15 et 20% selon les villes. Et la délinquance est davantage le fait d'étrangers, puisque lorsque l'on regarde les chiffres de la délinquance, on voit qu'il y a une surreprésentation de la population étrangère, 17% dans les faits de délinquance contre une population étrangère, contre 8% dans la population générale. Donc la question, c'est poser le bon diagnostic. On sait que M. Retailleau le fait. La question, il faudra que, effectivement, le ministre de la Justice le fasse également pour avoir une politique sécuritaire qui aille dans le même sens. Est-ce que Michel Barnier va être un Premier ministre qui a une ligne politique, qu'il en a discuté ? C'est que tous les présidents de la République et tous les ministres de l'économie ont subi des crises économiques qui sont plus ou moins fortes, mais notamment des graves crises économiques. Sous Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Sous Nicolas Sarkozy a affronté la crise de 2008. Le déficit public, lorsqu'il a fallu renflouer les caisses des banques notamment, était passé au-dessus de 10% du PIB. Donc c'est quand même chaque président de la République. François Hollande a aussi subi les attentats terroristes. Donc il y a quand même beaucoup et la crise des dettes souveraines. Donc il y a beaucoup de présidents de la République qui ont affronté des crises. Donc Emmanuel Macron, et c'est le cas. Quand vous prenez spécifiquement sur la crise Covid, il suffit de comparer aux autres pays européens. Tous les pays européens ont fait la même politique, c'est-à-dire la politique du quoi qu'il en coûte. Or, quand on voit, il y a un article des Échos qui est sorti il y a quelques semaines, on voit bien que la politique du quoi qu'il en coûte française a été dispendieuse. Et Bruno Le Maire s'est trompé sur le calibrage de cette politique de quoi qu'il en coûte. Pourquoi ? Parce que c'est ce que dit l'article des Échos, c'est-à-dire que la France remboursera la dette Covid en 69 ans, lorsque l'Allemagne le remboursera en 7 ans. Lorsque l'Italie, et rappelez-vous de la situation des hôpitaux dans lesquels étaient les hôpitaux italiens, la remboursera en 25 ans. En 20 ans, pardon. L'Espagne, c'est 25 ans. Donc on voit bien que la politique du quoi qu'il en coûte lors de la dette sur la crise Covid, donc la dette Covid, n'est pas un argument recevable. Ensuite, quand on regarde aussi l'endettement, et je terminerai dessus, l'endettement public français aujourd'hui tel qu'il est, on voit que Bruno Le Maire, son équipe et Emmanuel Macron ont généré 1000 milliards de dettes, lorsque l'ensemble des présidents de la Ve République ont généré 2000 milliards. Donc ils ont fait à eux seuls un tiers de la dette française aujourd'hui, quand on la prend en volume, et qui est désormais la troisième dette la plus importante au niveau européen rapportée au point de PIB. Les seuls qui sont pires que nous, c'est l'Italie et la Grèce. Donc avec ce bilan-là, Monsieur le maire, avec qui on a beaucoup de respect évidemment, mais doit se faire tout petit parce que son bilan, effectivement, il laisse une situation économique qui est catastrophique. Et c'est aussi pour cela, parce que du coup, les budgets c'est ce qu'a dit Élodie Huchard, les budgets sont de plus en plus difficiles à faire voter puisqu'il faut effectivement soit réduire drastiquement les déficits, soit réduire drastiquement les dépenses, soit augmenter les impôts. Donc une situation qui est très compliquée. Et Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée nationale parce que justement, le budget de cette année était difficile à voter dans les conditions avant la dissolution. Donc avec tous ces arguments-là, Bruno Le Maire, effectivement, devrait se faire, je pense, petit dans sa passation. Fabrice Ekoun nous parle. Je vous lance sur cette question lorsque Laurent Saint-Martin parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Le bilan on l'a dit, le bilan du précédent ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'est pas bon, notamment sur ce que ressentent les Français d'un point de vue économique, qui ressentent le déclassement, mais ils ne le ressentent pas. En réalité, il existe réellement, puisque quand on regardait l'indicateur de pouvoir d'achat réel, le pouvoir d'achat réel des Français a diminué sur les sept dernières années, ce qui n'a jamais été le cas depuis l'histoire, depuis au moins 1945. Donc on est là face à une situation qui est catastrophique. On a des déficits publics qui sont records hors période de crise économique. On a aussi l'un des plus gros déficits commerciaux de notre histoire depuis 1945 de la même façon. Donc le bilan n'est pas réjouissant. Ensuite, après, si on se place dans l'angle de l'analyse, on voit bien qu'en fait,
et Laurent Saint-Martin et Antoine Armand ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont d'ailleurs même des gens qui s'y connaissent plutôt sur les sujets économiques. L'un a été directeur général de Business France, comme donc Laurent Saint-Martin. L'autre est IGF, donc il est issu d'un grand corps après l'ENA, et donc il a le même corps que Emmanuel Macron. Donc ce sont des gens qui sont plutôt techniquement censés être bons sur les questions économiques. La difficulté qu'ils ont, c'est que finalement, en fait, leur poids politique est très faible, puisque dans un cas, on a un nouveau ministre de l'économie qui est effectivement plutôt inconnu des Français, et puis dans l'autre cas, Laurent Saint-Martin s'est présenté à une élection, celle des régionales de l'Île-de-France en 2021, et il a enregistré une défaite électorale cinglante. Il avait fait 11% dans une région qui vote pourtant plutôt, qui avait voté en tout cas pour Emmanuel Macron en 2017 assez majoritairement. Donc, ce que je vois, c'est que le nouveau binôme, on va dire, pour s'occuper de l'économie et du budget et des finances publiques, n'a finalement pas le capital politique pour pouvoir, et donc ne pourra pas parler suffisamment aux Français pour pouvoir mettre en place les réformes qu'ils veulent. Notre travail est de faciliter la tâche des entreprises et